Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live LinkedIn en partenariat avec YouNup. On va parler agilité ce soir. Voilà, je vois que les gens sont en train de se connecter petit à petit, c'est bon signe. Prenez le temps de bien vous installer pour être confortablement à l'écoute de ce live LinkedIn en partenariat avec YouNup sur l'agilité. Voilà, on continue d'attendre, les personnes se connectent petit à petit. N'hésitez pas dans le chat, pendant ce petit temps-là à me préciser si vous êtes product owner ou scrum master ou autre, développeur, business analyst pour que je puisse savoir aussi à qui j'ai affaire ce soir. Voilà, c'est toujours bon pour que je puisse aussi orienter mon discours, donc n'hésitez pas à vous mettre et à vous, signaler. Voilà, j'attends le go tranquillement de ma collègue de la communication de chez YouNup. Continuez à bien vous installer. On va bien sûr parler une fois de plus agilité et comme tous les mois, vous pouvez nous retrouver sur ce live LinkedIn. Et donc, je regarde ma collègue de la communication. Est-ce que c'est bon? Oui, elle me dit que c'est bon. Effectivement, donc il est 18h32. Bienvenue sur ce live LinkedIn en partenariat avec YouNup. Merci à vous de prendre un petit peu de temps sur votre soirée pour qu'on puisse échanger sur la thématique que vous avez en face des yeux, principe du manifeste agile et permaculture. Sommes-nous si différents? Alors, avant d'aller plus loin, il est hyper important pour vous comme pour moi que je vous explique pourquoi est-ce que j'ai choisi cette thématique-là. C'est le fruit d'observations terrain auprès d'équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Des équipes dites agiles, mais qui ne l'étaient pas réellement ou que partiellement par rapport à ce manifeste agile. Et puis finalement aussi au fil du temps, au fil de mes expériences, je me suis aperçu que quel que soit son degré de maturité dans l'agilité, eh bien c'est pas toujours évident de citer ces principes et ces valeurs du manifeste agile. Voilà, autant de signes qui m'ont donné envie de partager ce talk donc avec vous. Alors vous allez vous en rendre compte, j'ai pour ce talk-là créé un storytelling sympa et pertinent à la fois. On va faire connaissance avec un jardinier permaculteur, un dénommé Émile, qui va nous suivre tout au long de ce live LinkedIn et on verra avec lui si on peut faire des liens entre l'agilité et la permaculture et si oui, comment on peut les faire. Alors, je me présente, je suis donc Julien, je suis product owner chez YouNup. J'ai le plaisir de travailler pour YouNup depuis 4 ans maintenant. YouNup donc, est une ESN qui a pris naissance à Nantes, qui va bientôt fêter ses 5 ans. On a différentes agences en France, comme vous pouvez le voir, à Rennes, Lille, Lyon et Bordeaux. On accompagne nos clients depuis l'analyse de besoins jusqu'à la mise en production au travers de 3 expertises, le design, le build et le testing, et avec différents domaines dont on vous a mis sur la slide, le web, le DevOps, la blockchain, le mobile, l'agilité et la data. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour les 30 prochaines minutes? On va avoir 4 temps forts dans notre échange. Le premier, bien sûr, on va essayer de poser des mots-clés sur la permaculture, tout simplement pour comprendre le contexte dans lequel va évoluer Émile. Puis ensuite, on va se rappeler les valeurs et les principes du manifeste agile. On verra, on se fera un petit mapping express, mais sympa et parlant. Et puis ensuite, on va rentrer dans le cœur de ce talk. On fera un focus sur 9 des 12 principes. On verra comment ces principes se mettent en œuvre dans des équipes qui sont agiles, comment au contraire ils peuvent être déformés dans des équipes qui sont plutôt fragiles ou plutôt orientées cycle en V. Voilà, pour chaque principe, j'essaierai autant que faire se peut de vous donner un retour d'expérience. Et bien sûr, on aura toujours Émile qui sera là pour nous faire un petit clin d'œil au niveau de la permaculture. Et puis un quatrième temps qui sera votre temps à vous, ce sera le mot de la fin. On essaiera de voir ensemble quelle est l'idée principale que l'on peut retenir. Et puis ce sera l'occasion, au travers de ce chat, de poser vos questions pour qu'on puisse y répondre et se nourrir les uns les autres de nos expériences. Voilà, avant d'aller plus loin, j'en profite pour vous rappeler que vous avez un chat sur lequel vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. Et bien sûr, j'y reviendrai à la fin.
Alors, on va commencer par ce que je vous ai promis. Donc, tout d'abord, la permaculture. Donc, la permaculture, c'est quoi? Très honnêtement, quand j'ai commencé à découvrir ce terme, je me suis dit: «Permaculture», qu'est-ce que j'entends dans permaculture? J'entends culture et permanente. Donc, je me suis dit: «C'est sans doute l'agriculture permanente» et puis, au fil de mes lectures, je me suis aperçu que ce concept, en tout cas, pouvait être abordé dans un angle beaucoup plus large et que, il pouvait être abordé sous l'angle de la culture de la permanence. Alors, la culture de la permanence, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement que la permaculture ne se résume pas au jardinage, mais elle va prendre en compte aussi la manière dont on va s'habiller, la manière dont on va se nourrir, la manière dont on va se loger, la manière dont on va être donc avec les autres. Cette permaculture, pour avoir une vision macro et simple, elle est, je dirais, caractérisée par 3 piliers et 12 principes. Alors les trois piliers fondamentaux, on va s'y attarder quand même une petite minute. C'est le premier, vous l'avez au centre de la slide, hein, c'est prendre soin de la terre. Ça veut dire qu'on va travailler avec la terre et pas contre la terre. On va lui donner, on va lui redonner que du bénéfique et puis on va essayer de l'utiliser de manière donc raisonnée. On va prendre soin de l'homme, c'est-à-dire que de manière simple, on va faire en sorte que toutes nos actions aient des bonnes répercussions sur nos petits voisins. Et puis bien sûr, la permaculture a une valeur très forte de partager les surplus et de ne pas faire de gaspillage. Donc voilà, ça c'est les trois piliers fondamentaux de la permaculture. Ça vous permet de poser quelques mots-clés. Elle a 12 principes, la permaculture, et là je sais qu'il y a déjà certains qui ont le sourire sur les lèvres et qui commencent à faire le lien entre les 12 principes de la permaculture et les 12 principes agiles. Ils n'ont pas tort. Alors, je ne vais pas vous détailler ces 12 principes de la permaculture, ce n'est pas l'objectif de ce soir, mais j'en ai juste mentionné 3 qui me paraissent importants. Tout d'abord, il y a le fait de collecter et de stocker donc l'énergie. On verra que Émile, effectivement, a des bonnes pratiques là-dessus. La permaculture, elle est en lien avec le changement. La permaculture, elle est constamment en train de s'adapter à son environnement. Et puis, tout à l'heure, on parlait de partage de surplus. L'une des valeurs fortes aussi et des principes forts de la permaculture, c'est de ne produire aucun déchet et de tendre vers le zéro déchet. Voilà, mon objectif, hein, c'est pas de vous convertir à la permaculture, loin de là, c'est juste que vous ayez en tête et en mémoire, donc voilà, des mots clés qui vous permettent de comprendre dans quel milieu Émile, notre jardinier, qui va nous suivre tout au long de ce talk, évolue. Alors, voilà, je vous présente Émile avec sa petite barbe, son petit pantalon bleu et son outil de jardinage. Les valeurs et les principes donc, du manifeste agile, je vous parlais qu'on allait faire donc un mapping express. Donc, le manifeste agile, hein, on peut commencer cette partie en se disant que le manifeste agile, hein, il a été créé en 2001 de mémoire par 17 experts du fonctionnement logiciel qui se sont dit à un moment, qui se sont rendus compte que les principes de développement traditionnels n'étaient plus en adéquation avec eh bien, les contraintes fortes que pouvaient rencontrer les entreprises et donc ils ont créé le manifeste agile. Et dans ce manifeste agile, eh bien, il y a beaucoup d'outils, de frameworks hein, qui s'en inspirent et qui prennent racine autour de ça. Donc ce manifeste agile, il se caractérise tout d'abord par quatre valeurs. La première, c'est celle que vous avez en face des yeux, qui s'intitule « Individu et interaction plutôt que processus et outils ». Ça veut dire qu'on part du principe qu'il est préférable d'avoir de l'interaction entre les individus, qu'il est préférable d'avoir des équipes qui vont échanger entre elles, plutôt que les équipes bien suivent des processus écrits noir sur blanc, mais qui finalement viendraient entraver leur communication et pourraient mener les équipes dans un chemin qui ne serait pas forcément le meilleur. Le deuxième, ce que nous dit Agile, il nous dit le produit opérationnel plutôt que la documentation exhaustive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agilité eh bien, met l'accent, met l'effort sur le produit et que pour l'agilité, eh bien, pour le manifeste Agile en tout cas, un produit fonctionnel, c'est le meilleur indicateur d'alignement sur le besoin du client. Et c'est un meilleur indicateur qu'une documentation qui soit très bien écrite, très bien shadée, mais qui, au fil du temps, bien malheureusement, pourrait ne plus être à jour et s'effilocher. La troisième valeur, c'est une collaboration avec le client plutôt qu'une négociation contractuelle. Eh bien oui, on va le voir au travers de différents slides qui vont suivre, hein, que les équipes agiles, elles aiment à collaborer avec le client, elles aiment avoir des feedbacks réguliers, et que les équipes agiles, en général, elles bannissent tout ce qui est contrat et négociations contractuelles à rallonge, avec des avenants sur avenants qui finalement entravent la collaboration entre le client et les équipes en charge de développer le produit. Et puis une troisième, et non pas des moindres,
une quatrième, pardon, et non pas des moindres, c'est l'adaptation au changement. Et bien sûr, quand on travaille donc avec le mindset agile, hein, on estime que le changement, ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une perte d'argent, mais qu'il en retire toujours un bénéfice, qu'il y a toujours des axes d'optimisation à travers le changement. Et finalement, le changement, on s'y prépare bien et on l'accepte. Voilà pour ces 4 valeurs, et on peut dire aussi que ces 4 valeurs, finalement, elles sont régies, elles sont liées, elles sont caractérisées par ces 12 principes. Alors, vous voyez, ces 12 principes, là, j'ai fait un mapping avec voilà, les mots-clés de chaque principe. On peut voir hein, qu'il y a des principes qui finalement s'articulent autour des personnes de l'équipe, comment elles vont travailler ensemble. Hein. Ça, c'est les 2 possibles que vous avez en haut à gauche, travaillons ensemble, conversation face à face. Comment les équipes sont organisées. On parle voilà, à droite de la slide d'équipes auto-organisées. Et puis, tout en haut à droite également, on reprend un mot-clé que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le changement positif. Effectivement, on s'aperçoit que les équipes agiles, en tout cas dans leurs principes, sont plutôt adeptes du changement. Voilà, donc l'objectif maintenant, ça va être de prendre 9 de ces 12 principes. Alors vous allez me dire pourquoi 9 sur 12? Effectivement, j'ai dû faire un choix pour un souci de timing et de cohérence. Maintenant, si certaines personnes veulent avoir des détails hein, sur les 3 autres principes, eh bien n'hésitez pas à chatter, on pourra y répondre en fin de présentation. Alors, le premier principe que je souhaite vous évoquer, c'est le suivant. Il nous dit notre plus haute priorité est de satisfaire donc le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Alors voyons voir comment ce principe peut se mettre en œuvre dans une équipe agile. Eh bien, en fait, dans une équipe agile, tout est structuré pour apporter de la valeur rapidement. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à découper notre projet en petites briques pour rapidement les mettre dans les mains donc, du client ou des utilisateurs afin d'avoir donc des feedbacks. On se dit, découpons et on aura du feedback assez rapidement. Toujours dans un souci de découper pour créer donc de la valeur, bien sûr. Dans des équipes plutôt fragiles ou plutôt orientées en cycle en V, même si, attention, je ne suis pas là pour faire le procès des équipes montées en cycle en V, il y a des très bonnes équipes qui fonctionnent avec ce système. Mais en tout cas, dans des équipes qui sont un peu plus fragiles qu'agiles, tout est structuré autour de grands jalons, de grandes dates. On fait un pilotage grâce aux dates par rapport au planning. Et puis souvent de fois, on se dit où il faut avancer, on a des jalons assez serrés, le planning est exigeant, l'utilisateur on verra après. Allons jusqu'au bout du projet et puis on lui mettra le produit entre les mains, puis on verra bien comment il réagit, puis s'il faut adapter le tir, on adaptera le tir, mais qu'à la fin. Donc vous l'avez compris, hein, il y a d'un côté on découpe par petites briques et de l'autre côté on fait plutôt la totalité du projet et on voit après avec l'utilisateur. Alors, qu'en est-il du lien de la permaculture avec ce principe agile? Qu'est-ce qu'il en pense, Émile? Eh bien, il faut bien comprendre que la permaculture, hein, c'est ce que je vous mets sur le slide, elle a coutume de dire qu'il faut chercher à obtenir des résultats vraiment utiles à chaque étape du travail entrepris. Ça veut dire quoi? On peut prendre un exemple. Hein, si Émile il souhaite se lancer dans la production de pommes, Émile il va pas planter 1 hectare, 2 hectares ou 3 hectares de pommiers directement. Non, au contraire, Émile il va en planter 1, 2, 3, 4 grand maximum, et puis il va voir comment ces pommiers réagissent avec son environnement. Il va voir comment est-ce qu'il peut les aider à se développer de manière naturelle, il va voir les fruits qu'il donne, il va voir si à chaque étape, il arrive à pouvoir s'auto-satisfaire et s'auto-réguler. Donc lui aussi, Émile, il découpe ses projets toujours dans un souci de créer de la valeur à chaque brique, mais pour pouvoir donc s'améliorer. Donc effectivement, là, vous l'avez compris, il y a bien un lien entre cette manière de découper les sujets en agilité, tout comme on peut les découper donc en permaculture. Allez, on enchaîne avec le deuxième, hein, le deuxième qui nous dit bien accueillir positivement les changements de besoin même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage client. Alors en résumé, dans une équipe agile, hein, c'est ce que je vous ai fait sentir donc, tout à l'heure, le changement il est correctement géré, on l'attend le changement, c'est pas une mauvaise nouvelle, on sait s'y adapter et au contraire on préfère largement s'adapter que de se planter et d'aller donc droit dans le mur.
Dans des équipes qui fonctionnent donc à l'inverse, eh bien le changement en général, il est plutôt subi. C'est-à-dire qu'en général, le changement, il va tout balayer sur son passage. Il va balayer, bien certes le planning, mais il va aussi balayer la cohérence et la bienveillance de l'équipe. Pour moi, rien ne va plus. C'est un avis donc de tempête. Je peux vous donner donc un retour d'expérience. Je me situe un jour sur un projet qui consistait à créer une application, voilà, pour scanner des produits avec des codes barres. Et puis, on s'aperçoit à un moment donné qu'effectivement, on a certains produits qui sont sans code barre, mais qui rentrent dans le périmètre donc, du projet. Donc, on a un trou fonctionnel. Et donc là, il y a un changement qui s'opère. Et donc là, l'équipe, eh bien, elle le vit très mal. Qu'est-ce qu'on entend dans cette équipe-là? On entend bien le PO, il n'est pas à sa place. Le PO il ne fait que place plat. Le PO, il ne connaît pas donc le métier. Et donc, grosso modo, au lieu de trouver des opportunités dans ce changement-là, on essaie donc de trouver un coupable et de lui couper la tête. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, dans ce type d'équipe, dans ce type de fonctionnement, eh bien le changement est beaucoup moins bien vécu. Alors Émile, lui, qu'est-ce qu'il en pense du changement? Bien Émile nous dit que la permaculture prend en compte les événements comme ils sont réellement et doit s'adapter en permanence à leur évolution. Bien sûr, on peut donner un exemple. Si Émile, à un moment donné de sa culture, il se trouve dans des régions plutôt, on va dire, abondante en soleil, eh bien, il va ou sur abondante en soleil et un peu plus restrictive en eau, eh bien, il va s'orienter vers des légumes, la production de légumes qui demanderont moins d'eau. Au contraire, si il a de l'eau en abondance, eh bien, il va s'orienter vers la culture, par exemple, du melon qui lui est gourmand en eau. Donc, en fait, ce que je veux vous dire à travers cet exemple, que bien, Émile, au travers de son activité de permaculteur, il va toujours s'adapter à son environnement. Il va toujours prendre le changement de la bonne manière. Il va toujours y voir donc une opportunité. Et donc Émile, il est comme les équipes agiles, le changement, il s'y prépare, c'est correctement géré. Et Émile, bien sûr, lui, il s'adapte au lieu de foncer tête baissée. Le troisième, et non pas des moindres, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit livrer fréquemment un logiciel fonctionnel dans des cycles de quelques semaines à quelques mois, mais avec une préférence pour les cycles les plus courts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes agiles, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure en entrée, elles souhaitent apporter de la valeur et de la valeur de manière donc rapide pour avoir des feedbacks rapides du terrain. Et bien sûr, pour éviter toute dette fonctionnelle ou technique. On ne s'engage pas dans des tunnels de production qui finalement ne seraient pas le reflet de ce qu'attend le client. Dans des équipes moins agiles, qui fonctionnent différemment, on découpe peu ou on découpe pas pour tout un tas de raisons. Si à un moment donné, on a tel et tel développeur qui sont disponibles, eh bien, on va se dire, on va développer telle et telle fonctionnalité qui font appel à leurs compétences, mais on ne se pose pas réellement la question de savoir si ces fonctionnalités ont réellement une valeur pour le métier et pour les gens qui vont donc l'utiliser. Voilà. Je pense on s'est tous à un moment trouvé dans des équipes où parfois on pouvait s'engager dans des tunnels de production pour tout un tas de raisons, parce que finalement c'était les congés ou parce que il y avait des projets qui venaient percuter les roadmaps, et on s'est tous trouvés des fois à s'engager dans des tunnels de production sans réellement de valeur métier. Alors que lui, qu'est-ce qu'il en pense, Émile? Eh bien, Émile, il nous dit la permaculture, elle aussi, elle se refuse de créer tout type de dette. Je vous parlais tout à l'heure de dette technique et de dette fonctionnelle. Eh bien sûr, lui, Émile, il va éviter toute dette si il va réfléchir pour savoir comment est-ce qu'il va pouvoir stocker de manière intelligente ses ressources en eau et ne pas donc les gaspiller et ne pas se mettre dans des cultures qui l'emmèneraient sur une sorte de dette, en tout cas au niveau de ses ressources. Donc oui, effectivement, sur ce principe-là, Émile, il est en relation avec l'agilité, il est connecté avec l'agilité. Lui non plus, il ne veut pas ni de dette fonctionnelle, ni de dette technique. Émile, bien sûr, vous l'avez compris, lui, il est plus sur de la dette de ressources. Allez, on continue avec une valeur un principe qui est tout à fait très intéressant. Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les parties prenantes, les développeurs, les utilisateurs, eh bien, ils sont tous partenaires et que tout ce qui est produit, c'est le fruit d'un travail commun. Et c'est parce qu'ils vont travailler de manière commune, de manière rapprochée, en faisant équipe, qu'ils vont pouvoir résoudre leurs problèmes de manière plutôt rapide. On connaît tous dans le
dans les équipes agiles le fameux daily, et quand il est bien fait, quand il est bien mené, eh bien, il permet de résoudre en tout cas ou de lever des problèmes rapidement. À l'inverse, les équipes qui sont dans un mode de fonctionnement tout à fait différent ont peu d'échanges. Peu d'échanges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve souvent de fois avec une seule réunion hebdomadaire, le fameux comité opérationnel hebdomadaire, vous l'appelez comme vous voulez, où là, tout le monde prend connaissance des problèmes. En général, les problèmes de la semaine dernière, on n'en parle pas parce qu'on ne sait plus trop ce qui s'est passé entre les deux, on en découvre de nouveaux. On ne sait plus réellement où on en est. Pourquoi? Parce que bien sûr, on a un manque de communication. Alors notre petit jardinier Émile, bien sûr, il nous dit en permaculture, on met en relation les éléments au lieu de les séparer. Bah oui, ça veut dire que Émile, lui aussi, il va faire en sorte que les éléments naturels travaillent ensemble. Si il décide de se lancer dans la culture des haricots rouges, il va faire en sorte qu'il ait des plants de maïs à côté de ces haricots rouges pour que ces haricots rouges puissent bénéficier du plant de maïs comme tuteur. Et puis il va essayer de mettre aussi des courgettes en bas de son plant de maïs pour qu'il y ait une certaine fraîcheur pour les haricots verts. Voilà, en fait, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que Émile, il va essayer, comme les équipes agiles, de travailler en bonne intelligence et de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en relation, pour trouver des solutions plus rapidement. Et bien sûr, les équipes agiles, elles n'aiment pas le fait de séparer ou de scinder les personnes. Alors, le principe suivant, c'est un principe voilà, qui pour moi est très évocateur et c'est sans doute celui que je préfère. La simplicité est l'art de minimiser la quantité de travail inutile et donc d'éviter les gaspillages. Voilà, vous voyez qu'on retrouve le mot gaspillage. Eh bien, c'est-à-dire qu'on attaque les sujets par les besoins et non pas par les solutions. Et avant de trouver quelconque solution, on prend le temps d'analyser correctement les besoins avec donc son client. Dans des équipes qui fonctionnent à l'inverse, qui sont moins agiles, on va dire, on a tendance, alors pas toujours, mais on peut raisonner solution avant de raisonner besoin. Là, je vais vous évoquer un retour d'expérience qui m'a beaucoup marqué, moi, dans ma carrière professionnelle. Je me suis retrouvé un jour dans une mission où l'objectif de la mission et l'objectif fixé par le client, c'était donc tout simplement d'améliorer la relation avec les clients de cette personne-là. Et donc l'équipe part bille en tête et dit au client, bah, c'est un chatbot qu'il faut. Donc le client accepte et donc là, l'équipe se met à produire ce chatbot dans un mindset où on découpe pas beaucoup, où on met pas beaucoup en lien les utilisateurs. Et puis bon voilà, ce chatbot il est livré, il est utilisé. Et puis une fois que l'on fait la rétro finale avec le client, finalement on s'aperçoit qu'une simple FAQ aurait fait l'affaire. Donc voilà, c'est un exemple très évocateur qui voilà, met en lumière qu'il faut toujours prendre le temps de bien analyser le besoin, de bien le partager avec le client. C'est une étape hyper importante, mais qu'il faut attaquer les sujets par les besoins et non pas directement par les solutions. En tout cas, faut faire en sorte que cette étape d'étude du besoin soit bien faite et bien menée et qu'on prenne le temps donc de le faire. Alors, bien Émile lui aussi, en termes de permaculture, il bannit le gaspillage tout simplement. Lui, effectivement, en général, en bon permaculteur qu'il est, Émile, il va avoir son compost au fond du jardin où il va essayer de redonner à la nature un maximum d'épluchures de légumes, de taille de haies, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, lui aussi, Émile, il n'aime pas le gaspillage. Alors lui, il n'est pas dans le trip d'attaquer les besoins d'attaquer les sujets par le besoin de la solution. Émile, il est effectivement dans ce qui peut découler de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le gaspillage, et lui, il l'évite donc au maximum. Voilà, nous sommes à 23 minutes, c'est très bien. Nous avançons sur un bon rythme. La valeur suivante, le principe suivant, pardon, il est devant vos yeux. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis elle s'adapte et modifie son fonctionnement en conséquence. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans des équipes qui sont plutôt orientées Scrum ou Agile finalement, ça veut dire que ces équipes-là, elles vont prendre le temps nécessaire pour se dire comment est-ce qu'on a travaillé sur la période écoulée? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Qu'est-ce qu'on doit pérenniser ou au contraire, qu'est-ce qu'on doit donc arrêter? Et ça, donc cette équipe, eh bien, elle est dans un mindset d'amélioration continue. Au contraire, dans des équipes qui fonctionnent différemment, eh bien, on se dit s'améliorer. Oh non, non, mais on verra après. Avançons. On a des objectifs très précis. On a un time to market, par exemple, qui est très fort, qui doit être très réduit. Donc finalement, le fait de prendre ce temps de manière, je dirais, fréquente pour se dire est-ce qu'on travaille bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut améliorer ou faire différemment. Eh bien ça, les équipes qui sont dans un mindset différent ne le font pas réellement. Vous l'avez compris. Oui, un petit retour d'expérience là qui me vient en tête, qui peut être intéressant à vous donner. Voilà, je pense qu'on a tous connu des rétros assez animés et effectivement un jour j'étais sur un projet dont les rétros, une fois l'icebreaker effectué, les rétros servaient de règlement de compte et n'étaient pas du tout dans une démarche positive, dans une démarche bienveillante, et au contraire on cherchait à trouver des coupables à tout un tas donc de problèmes. Voilà. Alors, pourquoi on était dans cette démarche-là? Voilà, avec le recul, je pense qu'on n'avait pas de Scrum Master. Enfin, voilà, il existe différentes raisons. En tout cas, pour vous dire que effectivement, on peut croiser dans ces différentes expériences, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont fait et qui l'ont croisé, eh bien des rétros animés qui ne sont pas donc constructifs. Alors lui, comment il se situe notre jardinier permaculteur par rapport à cette valeur? Eh bien, Émile nous dit qu'en permaculture, le jardinier évalue constamment la manière dont il travaille dans un souci d'amélioration continue. Voilà, c'est tout à fait facile à comprendre. Tout à l'heure, je vous parlais des pommiers. Ça, c'est lié. C'est lié avec cette expérience-là. Je vous disais que Émile découpe ces sujets en petites briques. Il découpe en petites briques dans un souci aussi d'amélioration continue, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et à chaque phase de son développement, il va se dire qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux pérenniser, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Donc voilà, lui aussi, il est bien sûr dans cette démarche d'amélioration continue. Alors, l'autre principe, je crois que c'est l'avant-dernier ou le dernier, il nous dit la chose suivante: les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent des équipes donc auto-organisées. Ça veut dire quoi de manière simple? Eh bien, ça veut dire que dans des équipes agiles, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai montré un post-it sur les équipes auto-organisées. Effectivement, on fait en sorte que ces équipes-là soient auto-organisées, elles soient autonomes, mais on fait en sorte que ces équipes, elles ont des erreurs ou des marches arrière, eh bien, de ne pas les punir. On part du principe que l'erreur, c'est une source d'amélioration. C'est parce qu'on a des erreurs qu'on va pouvoir avoir des succès, donc des succès plus tard. Et en général, eh bien, ces équipes, elles se fixent aussi leurs propres objectifs pour pouvoir avancer. À l'inverse, dans des fonctionnements différents, eh bien, l'erreur est tout de suite sanctionnée comme une mauvaise action. Les équipes sont en général peu auto-organisées. Pourquoi elles sont peu auto-organisées? Parce qu'on leur fait redescendre des objectifs qu'elles-mêmes, elles n'ont pas partagés. Et donc, c'est difficile dans ce cas-là d'être donc autonome. Et au fil du temps, on peut s'apercevoir, on peut se rendre compte qu'il y a une perte de confiance et quelque chose qui peut s'effilocher, en tout cas, dans la cohésion de l'équipe, tout simplement. Alors notre petit jardinier Émile, il nous dit bien en permaculture, on favorise l'auto-organisation des espaces pour favoriser la diversité et donc la robustesse des éléments. Eh bien, je peux vous prendre un exemple. Si Émile, au fond de son jardin, il souhaite laisser libre cours à une petite forêt qui va s'auto-organiser, eh bien, il va pas planter la même espèce. Il va pas planter la même espèce de sapin ou la même espèce de peuplier. Il va faire en sorte que il y ait une diversité qui s'opère, que cette permaculture aussi s'opère donc par elle-même, parce que s'il se dit si jamais le sapin a la maladie, peut-être que le chêne ou le peuplier ne l'aura pas. Donc lui aussi, il est dans cette démarche de rendre la nature relativement autonome dans son auto-organisation. Il est, comme je vous l'ai dit, dans cette démarche de s'il y a des erreurs, pour lui c'est une source d'amélioration. On parlait du changement donc tout à l'heure. Donc lui aussi, il se dit laissons faire la nature, laissons-la s'auto-organiser pour qu'elle devienne plus robuste.
Voilà, encore un principe et je pense que là, ça sera le dernier. Donc un logiciel qui fonctionne est la principale mesure donc d'avancement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les équipes, agiles, quand on parle donc d'avancement, ça veut dire que tout le monde est au clair sur ce que ça veut dire donc que ça fonctionne. Voilà, je pense que dans nos projets, on a tous régulièrement utilisé, les critères de la definition of done. Ce sont des critères, qui permettent de dire, aux PO et aux développeurs, en tout cas, on pense que le développement de cette US-là, elle est terminée et qu'on peut la mettre dans les mains de notre client. Donc à quelque part, ils sont, OK sur, ça fonctionne. Bien sûr, je l'ai mis entre guillemets, parce que c'est pas parce qu'on est d'accord que ça va fonctionner obligatoirement. Mais en tout cas, on est dans une approche, de collaboration et où on se dit: «OK, on y va ensemble». Et par contre, dans des équipes, voilà, qui fonctionnent de ce principe-là, si on sent qu'on n'est pas prêt, si on sent que, les critères de la DOD ne sont pas, respectés, eh bien, on ne livrera pas l'US fonctionnel au client. On préfère s'adapter, on préfère reprendre, même s'il y a du retard donc sur le projet. À l'inverse, des équipes qui sont, organisées différemment, elles vont avancer, très vite. Elles vont, parfois ne pas forcément répondre aux attentes des, utilisateurs, mais elles vont livrer coûte que coûte avec, les dettes, que ça peut causer. On parlait de dettes techniques et fonctionnelles tout à l'heure, ça peut en être donc, la cause. Toujours un petit clin d'œil d'Emile, comme je vous avais promis, il nous dit donc en permaculture, le jardinier avance petit à petit, il observe le lieu, il sème, il mesure le résultat obtenu, puis il recommence ou rectifie. Je reviens souvent à mon exemple de pommier, mais il est très parlant. Et là encore une fois, il est en plein dans ce principe agile. Emile, bien sûr, il observe, il corrige, il refait pour construire de manière meilleure et toujours avoir la satisfaction et mesurer le résultat donc obtenu. Un exemple, si Émile il a planté différents plants de menthe, mais on le sait que les plants de menthe c'est très gourmand pour le sol, s'il s'aperçoit que ces plants de menthe petit à petit ils s'appauvrissent, Émile il va prendre le temps de se dire ok, je vais en passer certains à mon voisin, je vais remettre du compost dans ma terre, je vais la laisser se reposer. Il va mesurer le résultat qu'il va pouvoir obtenir par rapport à ça, et puis il va avoir une démarche donc correctrice. Réalisez les projets avec des personnes motivées, fournissez-leur leur environnement et le soutien dont elles ont besoin et faites-leur confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout à l'heure on parlait d'équipes auto-organisées. Ça veut dire tout simplement qu'une équipe qui fonctionne bien, une équipe qui est bien organisée, ça veut dire que c'est une équipe qui a des objectifs clairs et souvent de fois qu'elle les a définis en commun et que ce n'est pas descendu de différents étages hiérarchiques. Dans ce cas-là, le management, c'est pas une tour de contrôle. Au contraire, le management, il fait confiance à l'équipe. Il va faire en sorte de trouver et d'être facilitateur donc pour l'équipe. Il a vraiment confiance en son équipe et il partage ses objectifs avec l'équipe, ce qui fait que la confiance en l'équipe n'est pas amoindrie comme elle peut l'être dans des équipes qui sont à l'inverse de ce fonctionnement-là. En permaculture, le jardinier va apporter son soutien à son environnement de travail, il lui fait confiance et cet environnement-là, il va s'auto-organiser. On parlait d'auto-organiser du petit bois au fond tout à l'heure du jardin d'Émile. Et bien là, on est en plein dedans, donc on est en plein dedans également. Émile, il va laisser libre cours à la nature, il ne va pas la brider, au contraire, il va travailler avec elle et pas contre elle. Il va faire corps, il va faire équipe avec son environnement. Voilà, nous avons balayé les 9 principes qui me paraissaient les plus importants de ce manifeste agile. Il en reste 3. N'hésitez pas à chatter, on pourra y revenir. On va se prendre 2 petites minutes pour se faire le résumé, essayer de repartir avec une idée de ce talk. Le mot de la fin, c'est un mot qui m'appartient, vous aurez sans doute le vôtre et n'hésitez pas à partager votre avis. Pour moi, le manifeste agile, c'est un cap à suivre, mais rien n'est gravé dans le marbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une checklist qu'on doit absolument atteindre si on peut avoir des équipes qui fonctionnent avec une certaine partie de ces principes et qui fonctionnent bien. En tout cas, pour moi, la souplesse et l'adaptabilité restent donc les maîtres mots. Tout dépend du contexte dans lequel on évolue. Je pense qu'il faut se nourrir de ce manifeste agile, ne pas non plus en faire
quelque chose de primordial et qu'on doit atteindre donc à chaque fois. Par contre, il faut toujours l'avoir dans un coin de sa tête pour essayer donc de s'améliorer. Et pour moi, voilà, c'est un baromètre, une grille de lecture pour vous situer tout simplement et voir ce que chaque équipe peut améliorer. Et bien sûr, vous l'avez compris, la permaculture et l'agilité ont des points communs. Notre petit jardinier Émile, lui aussi, finalement, il pourrait travailler, et il travaille avec le mindset agile. En tout cas, au travers d'Émile, on a pu voir que, finalement, on pouvait rapprocher agilité et permaculture. Et vous l'avez compris, c'est quand même au départ des notions qui sont relativement éloignées, en tout cas sur le papier, mais qui, avec un peu de curiosité, peuvent être liées de manière donc évidente. Voilà, j'en ai terminé donc avec ces principes du manifeste agile et de la permaculture. Nous sommes à 35 minutes, c'est parfait. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat privé. Je n'en vois pas encore, sauf voilà, ça arrive. Bonjour Julien. Peut-on dire qu'il faut toujours penser produit avant de penser technique et développement de features? Alors ça, c'est un mindset qu'on peut avoir, effectivement. On parlait tout à l'heure de trouver de bien étudier le besoin avant de trouver les solutions. Donc oui, j'aurais tendance à t'encourager, à te dire oui, il faut parler produit avant de penser technique. Mes petits confrères la technique pourront peut-être avoir un avis différent. En tout cas, moi, je suis plutôt dans se dire on regarde le besoin d'un point de vue fonctionnel et après, on regarde quelles solutions techniques on peut mettre en place. Merci Julien, c'était une très bonne question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Julien toujours, comment s'assurer de la bonne mise en place et du bon suivi des améliorations définies en rétrospective? Ah oui, je vois ce que tu veux dire Julien, on a tous connu des rétrospectives où on fait émerger des actions correctrices, on en choisit une parmi les 3 principales et puis finalement on se retrouve un mois plus tard en rétro et il n'y a rien qui a bougé. Eh bien tout simplement, je pense que c'est la responsabilité du Scrum Master Julien de faire en sorte de faire émerger une action à mettre en place et de s'y tenir. Et pour ça, on peut avoir aussi des US d'amélioration continue dans son backlog. C'est pas interdit. Ça apporte aussi de la valeur. Ça apporte peut-être pas directement de la valeur pour le produit, mais ça peut apporter de la valeur pour l'équipe et petit à petit en apporter pour le produit. Voilà, Julien, quelle est ma réponse à ta question? De bonnes questions en tout cas. Merci, Julien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, me fait-on signe auprès de la communication? Voilà, on va s'en assurer. Cécile Lebon, bonjour Cécile, on s'est déjà croisé effectivement à la Gine Nantes. Je pense surtout qu'il faut penser besoin avant de penser produit. Voilà, c'est un complément, c'est une vision par rapport à ce que j'ai pu dire à Julien, mais je pense qu'en fait, on se recroise dans nos manières de s'approcher. Et bien sûr, un petit clin d'œil à l'Agile Tour Nantes, qui voilà, nous propose chaque année des sujets agilité de bonne qualité. Alors, je regarde le chat pour savoir si il y a d'autres questions. Voilà, on attend un petit peu. Je regarde ma collègue également de la communication. Écoutez, je n'en vois pas d'autres. Si c'est OK pour vous, eh bien, je vous propose d'en rester là. Voilà, faites-vous plaisir à aller dans vos bons plans de la Saint-Valentin. On est le 14 février, donc profitez-en. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir passé un peu de temps sur ce live LinkedIn orienté agilité avec YouNup. J'ai passé un super moment. N'hésitez pas, bien sûr, à aller sur le blog YouNup pour retrouver tous les articles et les vidéos que peuvent faire mes collègues sur des sujets techniques pointu. Et puis bien sûr, on se retrouve une fois par mois, mensuellement, autour de sujets à la fois fonctionnels et techniques. Il y en a pour tout le monde sur ce live LinkedIn. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt.